Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler lecture, update lecture avec 5 romans, mais il y a 2 livres qui font partie de la même série. Des choses qui m'ont tout bonnement déçu, malheureusement, mais des choses qui sont très prometteuses ou qui ont été des très bonnes lectures. Avant de vous présenter tout ça, je voulais simplement vous rappeler que l'année redémarre. Et qui dit année 2026 dit du taf qui va arriver en masse. Donc, la venue des Trois Nantes sur plusieurs événements et salons. La première étant notre venue à Normania, à Rouen. Donc, vous savez, c'est le grand événement viking. C'est au mois de février. Mais on sera aussi au Salon du Livre de Bondu. Mais donc dans le nord de la France, juste à côté de Lille, c'est considéré comme un des plus grands salons du livre du nord de la France, c'est gratuit. Et on sera aussi au salon d'Imagina Livre, vous savez, à Portée-sur-Garonne, juste à côté de Toulouse, c'est accessible en transport en commun. C'est un salon qu'on fait depuis des années et j'adore y aller parce que on est toujours très bien reçus. Et on soutient les petits salons, même si on pourra avoir des plus gros salons à côté. Moi, je tourne pas le dos non plus aux salons qui m'ont accueilli au début. Et on sera aussi à Trolls et Légendes le week-end de Pâques, on a eu la reconfirmation. Et j'ai plein de choses à vous présenter. On va commencer par ce qui fâche. Je fais un grand appel. Si tu es l'autrice derrière l'écran, ou la mère de l'autrice, le père, bref, des gens qui aiment cette personne et qui n'aiment pas avoir des critiques sur le travail de cette personne, ne regarde tout simplement pas cette vidéo. Vous savez que ça me met toujours en rogne de présenter des textes français que j'aime pas, puisque cette chaîne, elle est présente pour ça. Mais malheureusement, cette fin de série, ça a été un peu la catastrophe pour moi, sur plusieurs points. Et je vais l'expliquer. Alors, c'est une saga qu'il faut quand même lire, notamment les 2 premiers tomes qui sont quand même très bien. Mais après, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment perdu. J'ai vraiment été un peu en mode qu'est-ce que je suis en train de lire. Je vous présente le tome 3 et le tome 4 de Persona, donc Yelena. Alors, c'est un peu compliqué comme histoire éditoriale, puisque le tome 1 et le tome 2 sont chez Hachette. Ça a été signé chez Hachette. À ce que j'ai compris, Hachette n'a pas reconduit le contrat. Et Yelena a décidé de publier la suite, et c'est super ce qu'elle ait pu le faire, en autopublication le 3 et 4. Alors, je vais déjà mettre un grand trigger warning dessus. Je lis pas d'autopublication. Je vous le dis parce que là, je suis sûre que je vais encore avoir des dizaines et des dizaines de mails d'auteurs autopubliés qui veulent que je lise leurs romans. Je ne lis pas de romans autopubliés, j'ai trop de demandes. Donc voilà, j'ai déjà trop de monde avec les éditeurs. Si je le fais, c'est de mon propre chef et j'achète le livre de la personne. Je n'accepterai pas des services presse, voilà, et ce genre de choses. Voilà, déjà je fais l'encadrement et c'est pas pour ça que je critique le livre parce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui voient le mal partout. Voilà, là je le juge comme un roman qui serait publié par une maison d'édition. Et donc c'est peut-être pour ça que mon avis va peut-être être un peu plus critique qu'il l'a été sur certains romans autopubliés que j'ai pu lire auparavant. Alors, Persona, vous savez, c'est cette histoire assez originale qui s'inspire un peu, moi je vois ça un petit peu chez les Romains, Grecs, de personnes qui sont douées de certains dons. Donc vous naissez avec ces dons, sauf que avant une date butoir, soit vous pouvez les garder, je crois, et rentrer dans un culte religieux de cette vie-là, soit vous vous mariez et vous abandonnez votre don. On va suivre plusieurs personnages, notamment des jeunes personnes qui, dans le tome 1, vont être louées d'une certaine manière pour participer à une mission dangereuse. Et le personnage principal s'appelle Persona, donc Andrea. Dans le texte, Andrea, c'est une personne non genrée qui a la capacité de porter différents visages. Voilà, elle a des masques et elle change d'apparence, donc elle est un peu intraçable. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va vite se rendre compte que les forces en place chassent des certaines personnages, du moins. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pour ça que le tome 3 et 4, je suis obligée de vous parler quand même d'un élément essentiel, c'est que il y a une espèce d'élu dans cette histoire qu'Andrea va rencontrer qui s'appelle Pax. Tome 2, il y a beaucoup de choses qui se passent géopolitiquement parlant, avec des tracks, avec des jeux de pouvoir, des chasses. Voilà, il y a des forces du mal qui sont en place et qu'il faut renverser. Une histoire en somme tout à fait classique. Alors, Persona, c'est un récit de young adulte et c'est peut-être pour ça que j'ai décroché parce qu'en fait, tout ce qui m'a pas plu dedans, dans ces 2 derniers tomes, relève de peut-être des choses que des personnes plus jeunes auraient appréciées. En fait, Alors, la conclusion est une bonne conclusion en soi, il y a des très beaux messages, c'est un texte, déjà, et je le rappelle, que je trouve hyper intéressant à lire et à offrir à un jeune public puisqu'il y a beaucoup de représentations. Que ce soit de la représentation ethnique, que de la représentation des sexualités différentes ou de genres différents. Alors après, je trouve que ça fait un peu catalogue aussi. Je suis éditeur, je sais comment ça fonctionne aussi un petit peu derrière.
Le problème, c'est qu'il y a tellement de représentations, et c'est pas un mal, que j'ai eu ce goût que j'ai pu avoir quand j'ai lu chez certains autres éditeurs de on doit cocher plein de cases. Les questions sont pas toujours très bien traitées en profondeur. Voilà. Donc la question essentielle ici va être surtout la question de l'identité. On va avoir un petit peu d'identité de genre, même si c'est dans ce texte bien, ça pose pas de question de société. Mais par exemple, on va avoir une personne intersexe dans le texte, c'est pas plus abordé que ça. Voilà. Donc après, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que moi je trouvais que ça faisait un peu trop catalogue là-dessus. Mais c'est vraiment la force du récit, avec un univers qui est plutôt original. Alors un truc de don, avec des noms particuliers, mais le premier tome, moi j'avais adoré cette espèce de traque, et le deuxième tome, qui était une amorce en fait. Et cette deuxième histoire, dans le tome 3, faut dire ce qui est, le tome 3 était le pire pour moi. J'ai mieux apprécié le tome 4. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce tome 3. Tout simplement, j'ai commencé ma lecture et j'étais en mode, on va où? En fait, à part régler les dilemmes moraux des personnages, régler leurs intérêts amoureux, vraiment, et c'est pas une critique parce que moi j'adore lire ça quand c'est gratuit. Il y a des moments, ça faisait un peu fanfiction. Voilà, dans ce côté-là, et j'adore la fanfiction. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'attends quand j'achète un livre en magasin. Et donc j'étais un peu perdue en me disant mais en fait l'histoire elle avance pas. Et vraiment j'étais tellement décontenancée que ça se voyait à ma tête, parce que des gens m'ont dit mais t'aimes pas ta lecture, je fais non là en fait je lis et je me force à lire jusqu'au bout parce que je ne sais pas où on va. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'actions qui se passent, l'univers qui était si intéressant un peu en fond derrière, on sait vraiment ce tome 3, à part mettre un enjeu avec la royauté, et on avance un petit peu sur le... C'est vraiment le tome de transition par excellence, mais sans en plus ce qu'on peut avoir dans les tomes de transition, qui sont souvent des tomes avec de l'action. Là, c'est assez plat ce qui se passe. En plus, je trouve qu'il manque dans le texte un index avec tous les personnages, puisqu'il y a beaucoup de personnages, et qu'on est un peu perdu sur qui est qui. Et vraiment, je pense, et ça c'est sincèrement moi, je pense que j'ai passé un moment, un cap, peut-être vis-à-vis de mon âge, je suis peut-être devenue une vieille personne aigrie, où renouer les relations amoureuses des personnages pour que tout le monde ait un petit truc, tout le monde ait son truc, ça me fait chier. Voilà, on va pas dire ce qui est plus que ça. Donc ce tome 3, voilà, ça m'a désarmée parce que je pensais vraiment apprécier ma lecture, puisque j'avais bien apprécié les 2 premiers tomes. Tout ce qui est en lien avec le culte, la religion, en fait, toutes les grandes questions qui étaient importantes, je trouve que tout est placé vers l'arrière pour faire vraiment du développement de perso. Voilà, j'ai pas trop apprécié ça. Après, je vais quand même dire quelque chose aussi sur la forme, parce que c'est important, puisque ça a quand même gêné ma lecture. Donc, pour ceux qui ont lu c'est pas du tout le même papier, c'est pas du tout voilà, le même genre de fabrication. C'est fabriqué en République tchèque, donc voilà, vous avez un jaspage, bon, moi les couvertures, ça, c'est pas là-dessus que je vais juger. C'est sur le papier, puisque en fait, ce texte, alors le papier est très blanc et tout. Vous voyez, alors ça se verra peut-être pas à la caméra, et moi ça m'a beaucoup heurté, et j'aime pas du tout ça. On voit énormément, les pages sont tellement transparentes, puisque c'est pas forcément un papier de très bonne qualité, que on voit les phrases du dos de la page derrière. J'arrivais à lire les mots à l'envers derrière, donc en fait quand tu lis, t'as un espèce d'effet de surexposition qui est très désagréable. Derrière, tu as vraiment des mots qui sont lisibles autant que sur cette page-là quasiment. Donc voilà, ça c'est pas fou. Après la mise en page et tout, je suis pas là pour juger. Voilà, c'est pas le métier de la personne en soi de faire de la mise en page et tout, donc je jugerai pas là-dessus. Là sur le papier, c'est assez désagréable. Donc voilà, je vais pas m'apesantir plus parce que mon but c'est pas de calomnier le livre non plus. Le tome 4 a été une meilleure lecture, même si en fait j'ai trouvé le texte beaucoup plus cliché que ce que je m'attendais à ce que ça soit, surtout au niveau des 2 premiers tomes. Là, on développe, en fait, là, il y a vraiment de l'action qui se passe, il y a une décision à la fin du tome 3, il y a un plot twist qui fait que, voilà, c'est le seul truc qui est assez pertinent dans le tome 3, qui fait que ça lance ce tome 4. Et je sais pas si c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnages, et donc il y a beaucoup de quêtes et de sous-quêtes à régler, qui fait qu'on n'avance pas sur le récit principal, et que le récit principal est pas si époustouflant que ça. J'étais un peu déçue par le chemin vers lequel ça allait, le fait que ça rentrait dans des clichés, et que le méchant combat revient, tu vois, tout de suite.
Il y a des révélations, il y a des volontés de faire des mises en page assez intéressantes. Alors moi je suis pas très fan, mais il y a des mises en page quand il y a les forces maléfiques qui parlent tout en noir avec du texte en blanc. Je vais pas vous montrer ce que ça peut être un spoil. Tellement de personnages, il y a tellement de thèmes abordés qu'en fait on développe rien. Donc ça paraît un peu lisse et tu restes un peu en arrière. Il y a quelques scènes qui vont être plus nuancées sur le caractère des personnages, où on va parler un petit peu du côté gris de certaines décisions. Voilà, il y a certains plot twists, c'est plus dans l'action, donc c'est plus agréable à lire. J'ai eu moins de difficultés à lire ce tome, même si ça n'a pas empêché que j'avais pas trop d'intérêt pour l'histoire non plus. Voilà, j'ai vraiment pas accroché vers le déroulé. On a certaines relations qui sont intéressantes, et notamment, je trouve que l'épilogue est assez intéressant sur comment un événement va avoir une répercussion sur plusieurs personnages et comment ça va avoir un effet, que chacun va vivre la chose différemment. C'est un texte qui est très émouvant, voilà, qui va parler des relations quasiment fraternelles, qui va parler d'amour, ça parle beaucoup de ça, d'acceptation, du vivre ensemble d'une certaine manière. Et question de, on a été fâché pour certaines questions, donc il va falloir s'allier, voilà, donc le fait de dépassement de soi. C'est beaucoup de questions en lien avec l'adolescence, et c'est vrai que en fait, ce texte, simplement, et je dis ça, mais il y a un tel texte que je vais vous présenter, c'est une collection young adulte aussi. Mais pour moi, là, c'est beaucoup trop jeunesse. Je dirais même que c'est jeunesse du genre du 12-13 ans, en fait. C'est peut-être pour ça aussi, c'est que j'ai pas accroché au thème. J'ai l'impression d'avoir déjà lu ça. Et voilà. La fin, mis à part la décision finale, les thèmes qui sont abordés, qui sont plutôt mignons pour des enfants, ou du moins pour des jeunes adultes en construction. Voilà, je veux pas vous donner plus mon avis parce que vraiment j'ai lu ce texte et je suis juste en mode, en fait j'apprécie pas ma lecture. Il y a des textes comme ça où les thèmes te parlent pas, les personnages te parlent plus, et c'est ça qui m'a un peu décontenancé, c'est que le tome 2, c'est pas un truc que j'ai lu il y a des années, je crois que j'ai lu l'année dernière. C'est juste que les personnages me parlaient plus, l'histoire, je trouvais que c'était un peu brouillon et tarabiscoté à certains moments, et que la magie du scénario était quand même très présente, et que je les trouve beaucoup plus jeunesse d'une certaine manière, même s'il y a de la violence étrangement. Voilà, je vais pas vous dire de pas lire cette série, voilà, c'est pas à moi de vous dire de pas la lire ou pas. Sincèrement, pour moi, ça n'a pas passé. Par contre, si vous voulez lire une série où il y a de la représentation, c'est une des seules en France, je pense, où il y a autant de représentation que ça. Donc voilà, c'est un point majeur dans ce texte-ci. Je pense qu'on peut continuer dans le young adult. J'ai pas mal de young adult à vous présenter. Qui est pas classé en young adulte, mais moi que je classerais plus en young adulte aussi. Donc, je vais présenter un texte que j'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un super bon moment de lecture. J'ai été emballée par l'histoire, par les personnages, par l'originalité, et surtout, j'ai été emballée par la romance. Et oui, ça arrive une fois dans ma vie. Je vous présente la dernière archive, donc de Kani Siriex. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est chez Naos. Alors la dernière archive, aussi pour les gens qui suivent bien la chaîne, je l'avais noté parce que ce texte m'intéressait beaucoup. C'est un one-shot qui se passe dans le futur. Vous êtes dans une ville, vous imaginez une ville enterrée, en quelque sorte sous terre. C'est un peu comme Silo, vous savez, il y a plein d'étages différents. Eulalie, c'est une jeune femme qui vient d'une famille très riche et influente dans ce royaume-ci, donc elle vit pas dans les bas-fonds, elle vit plutôt en hauteur, qui a renoncé à sa carrière donc de magistrate, puisque sa mère est une grande magistrate, qui est un peu, comment dire, dans une structure familiale compliquée. Alors là, oui, on est sur une structure familiale compliquée. Et Eulalie a fait sa vie, elle est plutôt épanouie dans son métier d'archivisme, elle adore ça. Elle est en plus en passe de devenir un peu la personne qui va prendre la place de l'archiviste principal. Et elle vit dans un monde où l'extérieur est jugé comme étant très dangereux, puisqu'il y a des bêtes qui attaquent. Et on va suivre une enquête, puisqu'un homme va être retrouvé mort, alors qu'il n'aurait pas dû être mort, voilà, attaqué d'une certaine manière, et Eulalie va aider Tybalt, qui est un homme qui vient, un espèce d'enquêteur qui vient des niveaux un peu plus bas. Et ensemble, par le biais du fait qu'un livre a été volé, ils vont enquêter sur cette affaire qui risque de bouleverser leur destin à tous les deux, puisque Eulalie va voir que certains de ses proches vont être en passe d'être des victimes de ces personnes-ci, puisque ces bêtes ont l'air d'attaquer que certaines personnes d'un certain niveau, donc le niveau 5 il me semble, et Eulalie va être une jeune femme qui va se découvrir aussi, et
Soit dit en passant, apprécie plutôt Tybalt, qui est un enquêteur charmant. Voilà, il est charmant, Tybalt. Et alors, c'est pas parce que j'adore Roméo et Juliette, voilà, que j'ai un a priori là-dessus, mais c'est une histoire qui m'a convaincue parce que déjà, je trouve que les personnages sont plutôt bien écrits. Alors, Naos, c'est la collection Young Adult de Memnos. Donc, on est sur une jeune femme en construction. Il y a des thèmes sur l'épanouissement, sur, vous savez, les thèmes initiatiques de base. Mais Eulalie, en fait, je trouve que au-delà d'avoir l'espèce d'archétype un peu bourgeois et un peu protégé dans lequel elle est, c'est une jeune femme qui vit des violences interfamiliales hyper brusques, par le pied de son frère qui est un homme violent et qui la déteste, hein, sincèrement parlant, d'un père qui la rejette, qui n'a pas décidé d'avoir la carrière qu'elle devait, et surtout qui est dans une situation familiale compliquée, puisque ses parents jugent le fait qu'elle a rejeté la demande en mariage d'un jeune magistrat qu'elle connaît depuis qu'elle est enfant et dont elle n'est pas forcément amoureuse. Donc voilà, elle est partagée entre ça, entre son devoir, son amour des livres. Donc quand vous aimez les livres, c'est assez... le livre est très beau parce qu'en fait vous êtes dans des salles remplies de bouquins, c'est très bien pensé sur... on imagine très bien les choses. C'est pas cinématographique comme écriture, mais c'est très bien approfondi sur la géographie, sur les lieux exposés. Voilà, on est dans le texte, on plonge dans le texte, on vit le texte. Et il y a une certaine esthétique là-dessus, même si vous allez aller dans les bas-fonds et que vous allez comprendre la hiérarchie sociale par le biais de Lali et la violence de ce monde-ci. Il y a ces points de vue-là. Et on a donc ce mystère, cette enquête qui est plutôt passionnante, puisque même si c'est de la young adulte, on est sur des crimes qui sont sanglants, on est sur des crimes où l'enquête policière, on te donne pas le coupable comme ça, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, on te tient en haleine. Moi, je l'avais pas forcément vu venir qui était coupable et comment ça allait se dégoupiller. Ce grand truc de on est enfermé, il y a un extérieur qui est dangereux, voilà, donc on va expliquer un petit peu tout ça. Et est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur qui vivent dans la ville ou pas? Et ben, il y a toutes ces questions-là qui vont être soulevées. Donc voilà, en termes de personnages, on a aussi le personnage de Tybalt, hein, qui est le second personnage principal, qui lui est un enquêteur. Je vais pas vous en dire plus sur sa vie, mais qui est un rôle masculin quand même très agréable à suivre, parce que le mec n'est pas vraiment toxique, il est sympathique, il aime bien Eulalie, hein, ça se voit dès le début, qu'il est dans ce truc aussi d'exercer son métier malgré le fait qu'il vient d'une couche sociale qui est pas forcément très appréciée dans ce texte-là. Et c'est un... Voilà, le mec est respectueux. Qu'est-ce qu'on demande plus? Voilà. Et la relation entre les deux, parce que c'est pas vraiment un spoil dans le sens que dès le début, voilà, on a ce truc, elle est plutôt bien équilibrée puisque par le biais de Tybalt, Eulalie va ouvrir les yeux sur le monde. Et c'est important de le dire parce que j'ai lu un autre livre de Naos, donc Emblème, qui parle un peu de cette question-là. Et autant dans celui-ci, j'ai trouvé que c'était bien traité, dans Emblème, un peu moins bien. Donc voilà, je trouve que la question est bien argumentée sur la pression sociale et que même si on est sur une bourgeoise privilégiée, il y a aussi des problèmes de ces gens-là qui ne relèvent pas l'argent aussi, d'une pression. Et Eulalie, c'est un personnage qui est tourné vers l'appréciation des siens, c'est pas quelqu'un qui est jugeant, donc c'est un personnage qui est très attachant. En fait, le fait, c'est que les personnages sont pas forcément des personnages gris ici, c'est des personnages plutôt attachants. Donc voilà, forcément, si tu rentres dans le texte, comme je vous dis, l'enquête elle est bien ficelée, l'univers il est bien travaillé, il est original en soi pour de la YA, je trouve. On est un peu sur un délire dystopique que j'aime bien, parce que vous savez que c'est ma grande peine que ça ne redevienne pas à la mode, mais en même temps qui est très bien écrit. En fait, le texte aussi, et la force, c'est que la plume est très belle. C'est pas une plume difficile à lire avec un vocabulaire, mais les dialogues se répondent bien, il y a un beau vocabulaire, les phrases sont bien construites, il y a un jeu avec la littérature, c'est-à-dire que certains personnages ont des noms pour telle et telle raison, il y a tout un code social qui est bien travaillé, le texte en fait est bien travaillé sur son world building, pas trop difficile à acquérir pour un public adolescent, mais en même temps pour un public adulte, on est dans quelque chose de très bonne qualité. Alors ce texte peut prendre un petit peu à revers parce que on navigue un peu, on sait pas trop où on va. C'est un texte qui est quand même assez contemplatif aussi, c'est-à-dire qu'on est sur un texte d'une jeune fille qui va raconter sa vie, ses liens, voilà, c'est pas un texte où il y a de l'action à toutes les pages, mais en même temps c'est pas trop introspectif, donc c'est pas non plus trop chiant, où t'as les simagrées des personnages pendant 50 pages. C'est un texte touchant par ses thématiques qui sont diverses et nombreuses. Le plot twist, comme je vous dis, de fin
est bien trouvé et signale bien des choses, et même la fin, je trouve que l'épilogue est très bien fait pour ça. Il y a une petite vibe un peu horrifique que j'ai appréciée, mais c'est vraiment la structure et la découverte de cette jeune femme qui en fait va ouvrir les yeux sur le monde. Voilà, il y a juste peut-être le fait que pour des lecteurs qui aiment l'épique, qui aiment les combats et tout, c'est pas du tout un texte comme ça. C'est un texte de découverte qui prend beaucoup son temps, qui expose beaucoup le world building, qui est introspectif sur les sentiments des personnages, voilà, qui est assez beau et touchant par l'émotion du personnage principal et qui va vous arracher le cœur aussi puisque c'est un texte qui joue beaucoup sur les violences et sur le monde qu'on va découvrir de plus en plus sombre avec ce côté très Silo. Si vous avez aimé Silo, moi j'ai vu la première saison, j'ai pas lu le livre, il y a ce côté-là, mais en plus accessible, voilà, en plus fantasy aussi. Et le délire des bêtes et tout, j'ai trouvé que c'était bien fait. Et le texte joue beaucoup entre réalité, mystification, voilà, voilà, je vous laisserai surprendre, je pense, par le texte, mais très belle découverte. J'ai hâte de lire d'autres textes de l'autrice. J'ai vraiment aimé ma lecture. Ça a été, je pense, ma meilleure lecture de la fin d'année. Ensuite, alors là on passe sur 2 salles, 2 ambiances. Je vais vous présenter un texte qui m'a été offert par Mehdi. Alors Mehdi, vous en avez peut-être déjà entendu sur la chaîne parler, puisque Mehdi est quelqu'un qui m'a déjà offert plusieurs livres que je vous ai présentés. C'est un peu ma bibliothèque à savoir en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. C'est un passionné et il m'a offert, c'était un Mons Livre, Rose Valente, l'espionne à l'œuvre, donc de Jennifer Le Sieur, postface d'Emmanuel Pollack. C'est chez Robert Laffont. C'est la biographie d'une femme très importante qui, comme beaucoup de femmes de notre, voilà, malheureusement de notre belle République française, a été passée un peu sous silence, alors que cette femme a sauvé des milliers, des dizaines de milliers de tableaux pendant cette triste période qui était la Seconde Guerre mondiale, tableaux volés par, vous savez, les petits moustachus. Et donc elle travaillait au Louvre. C'est un texte donc qui raconte l'histoire de cette femme. Alors c'est un texte historique. Moi je suis pas là pour juger la qualité des faits. Non, je suis pas là pour juger de est-ce que c'est facile à lire et tout. C'est très facile à lire. En fait ce texte il m'a assez bouleversée parce que le texte te fait prendre conscience que cette femme en fait a fait énormément pour la France, et la France, il n'y a personne, même pas un représentant de la République française qui est venu à son enterrement. Elle est morte dans la solitude, seule, sans que personne reconnaisse son travail, alors que là, voilà, 60 000 œuvres pillées par les moustachus. Rose Valente, c'est une femme qui travaillait au Louvre pendant donc l'occupation et qui est une passionnée d'œuvres d'art, et grâce à son travail on a pu en savoir un petit peu plus comment ça se passait sur le pillage, sur certains amateurs, certains collaborateurs pendant la guerre. Donc Rose elle a pas vraiment agi pendant la guerre parce qu'elle pouvait pas, hein, malheureusement. En plus Rose vivait avec une femme, voilà, il y a tout un contexte aussi de comment se passait la guerre pour une femme, pour les femmes, voilà tout ça. Et on va parler aussi de son travail post, c'est-à-dire que Rose a beaucoup œuvré pour retrouver donc des œuvres qui avaient été envoyées en Allemagne par exemple, retrouver des familles qui avaient été spoilées, des familles voilà, où parfois il n'y a plus d'héritiers parce que tout le monde a été assassiné. Et on parle un peu de ce travail de recherche qu'elle s'est battue, notamment tout le travail, moi je savais qu'il y avait eu de la recherche après, mais comment ça s'était organisé entre les pays pour retrouver les œuvres, restituer les œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres qui n'ont jamais été restituées, jamais retrouvées. Ça te montre comme quoi les grands chefs moustachus ont mis vraiment des œuvres. Ils sont allés au Louvre, ils ont dit bah, je vais prendre ça, 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 je vais le mettre dans mon bureau. Et puis aussi, le Louvre a servi de zone de transition pour des œuvres pillées dans des maisons de personnes juives, par exemple. Et aussi, on a montré comment, et Rose l'explique, c'est grâce à son travail aussi, comment certaines œuvres, vu qu'elles étaient faites par des personnes qui étaient jugées par ce régime pas légitime, ont été mises de côté, voire parfois détruites. C'est très intéressant parce qu'en fait, tu te demandes comment cette femme a survécu pendant l'occupation. Puisqu'elle-même, pendant l'occupation, elle s'est un peu, voilà, elle a compilé beaucoup de choses, elle aurait pu y passer à de nombreuses reprises, mais c'est en se faisant petite et insignifiante, voilà, qu'elle a réussi son travail. Et c'est un texte qui est déchirant parce que ça nous parle aussi du fait que ces gens-là n'ont pas été reconnus à leur juste valeur, alors que des hommes qui ont fait le travail comme ça l'ont été beaucoup plus. C'est un texte donc qui se lit un petit peu comme une biographie, qui est assez touchant parce qu'on a pas mal d'anecdotes de la vie privée de Rose, de ce petit bout de femme qui
venait pas d'une grande famille, qui se retrouvait à travailler au Louvre un peu par hasard d'une certaine manière, qui a sauvé tant de choses au risque de sa vie. Et voilà, c'est intéressant aussi de voir comment il y a eu des bâtons dans les roues aussi après la guerre pour restituer les œuvres, comment on s'est désintéressé de ça, par exemple, et que Rose n'était pas du tout d'accord, et jusqu'à la fin de sa vie, elle a continué, même pendant sa retraite, à chercher des familles, à essayer de restituer, à essayer de trouver. Donc c'est un texte qui est très touchant et qui parle beaucoup d'art parce qu'on va nous expliquer la destination de certains tableaux et surtout on va expliquer la fascination qu'avaient certains de ces hommes pilleurs pour les œuvres d'art, comment ils ont instrumentalisé ça et comment ils s'en sont servis comme un supermarché, au risque même d'en détruire certaines, et voilà, les procès, comment ça s'est passé et tout. Donc voilà. Et aussi des collaborateurs français et autres qui ont travaillé pendant ce régime-là et qui se sont bien servis, genre qui ont bossé pour les Allemands pour avoir des œuvres gratuites. Voilà. Donc essai historique sur un personnage de femme, donc c'est assez cool, mais surtout sur quelqu'un qui a eu un rôle actif pendant la guerre, et mon Dieu que les résistantes françaises et les gens qui ont œuvré, notamment les femmes, ne sont pas assez mises en avant. Ça, je vous en avais déjà parlé dans les livres, que ça soit notre côté français mais aussi du côté étranger. Et c'est quelque chose, moi je suis partie d'une génération où j'ai pu rencontrer certaines résistantes et résistants, puisque j'étais dans des programmes à l'école où on était très axé là-dessus. Et c'est vrai que même les résistantes accordaient le fait on parlait toujours de leur mari et pas d'elles, alors que certaines ont fait des choses bien plus badass que certains hommes, malheureusement. Ensuite et enfin, je vais vous présenter un texte qui a été plutôt une bonne lecture. Alors, ce texte, il m'a été présenté comme quelque chose de beaucoup plus sanglant qu'il ne l'est. Pour moi, c'est plus de la young adulte, donc je vais le présenter comme moi je le ressens, plus que comme l'éditeur me l'a présenté. Ça s'appelle La Voix de la Vengeance, donc de Sacha Morag. Donc c'est chez Plume Blanche. C'est la première fois que je lis un livre grand format chez Plume Blanche. J'avais déjà lu des livres de poche chez eux. Ça m'avait été présenté comme de la dark fantasy, c'est pas de la dark fantasy. C'est de la fantasy assez sombre, plutôt sur du dilemme moral et parfois même un peu young adulte. C'est pas non plus tranchant, c'est plus sur du dilemme psychologique que sur. Moi, je pensais que ça allait être de la tuerie de masse. Hein, donc voilà, on est sur quelque chose de plus gentil que ça. Vous suivez l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Vaël. Vaël, alors c'est un peu compliqué. On est dans un monde où elle a quitté son pays d'origine pour s'installer dans un autre pays avec son frère. Elle rêve d'aller à l'université. Son frère, c'est plutôt un érudit, mais voilà, il galère financièrement. Elle bosse sur les marchés, vous savez, sur des petits métiers. Et ils économisent pour pouvoir partir dans un autre endroit pour avoir l'accès, notamment elle, qu'elle ait l'accès à l'université plus facilement. Parce que c'est une femme, mais aussi pour une question de prix. C'est donc l'histoire de ces personnes qui sont des personnes qui ne sont pas blanches, qui vont émigrer dans un pays blanc et raciste. C'est important de le dire parce que c'est une partie du texte. C'est une sorte d'ennemis to lover. Moi, je l'ai un peu lu comme ça, un peu toxique. C'est un récit sur l'obsession, voilà, plus qu'autre chose. Vaël, elle va vivre sa vie. Et malheureusement, son frère va être accusé d'avoir utilisé la voix. Faut savoir que dans ce monde-ci, la voix, il y a des gens qui naissent avec, qui peuvent l'utiliser. Ils sont reconnus. Par contre, les gens qui l'utilisent sans avoir été reconnus, sans avoir le droit de l'utiliser, sont assassinés. Voilà, parce que c'est dangereux selon eux. Il y a un bureau qui est fait pour ça. Et ils vont venir chez Vaël alors qu'elle est là et ils vont tuer son frère devant elle de manière assez cruelle. Et Vaël va avoir qu'une chose dans la vie, c'est se venger. Vaël elle va donc être recueillie par le meilleur ami de son frère qui est assez amoureux d'elle. Voilà, ils sont tous les deux amoureux. Et malgré cela, elle va se faire embaucher pour gagner de l'argent de plus en plus dans une grande maison d'une grande famille qui a le droit d'utiliser la voix, mais dont les servantes ont disparu du fait que la personne qui avait en charge est connue pour sa cruauté. Et par ce biais-là, je suis obligée de vous le dire parce que c'est un moment important, sur son chemin de vengeance, Vaël va travailler pour le bureau qui a tué son frère. Et donc elle va être un peu un agent infiltré. L'univers est assez sympa. Moi j'ai beaucoup aimé le sous-texte sur la colonisation, sur le statut social. Voilà, c'est quand même une grosse critique de ça. La façon dont c'est fait est plutôt cool. Vaël est un personnage plutôt touchant qui va basculer dans quelque chose de sombre. Les paysages, comme la dernière archive, c'est bien construit en termes de world building. Alors, c'est pas trop développé non plus, mais on y croit. On est dedans, on passe un bon moment. C'est un côté un peu
Moi, je l'aurais imaginé médiéval un peu, mais médiéval pas européen forcément, mais je dirais même quasiment. Moi, j'avais imaginé les palais de la Renaissance, un peu, tu sais, les palais italiens et ce genre de choses. Donc voilà, il y a beaucoup de choses au sujet du statut social, des violences, il y a beaucoup de cruauté dans ce texte-là. Et bah, Vaël elle va être obsédée par l'homme qui a assassiné son frère et obsédée au point que elle va être liée à lui d'une certaine manière et cette obsession jusqu'à la fin va mener à une fin qui est très bien faite. C'est-à-dire que la fin est super et à un développement où toi en tant que lecteur tu ne sais jamais jusqu'où elle va aller, jusqu'où ça va aller, si elle va se faire démasquer ou non. Euh, quel est ce personnage parce qu'au fur et à mesure bah, elle va apprendre à connaître les gens derrière les présupposés qu'elle a. C'est un texte qui va qui va nuancer beaucoup les propos. Donc toi, en tant que lecteur, tu sais pas vraiment où te placer, puisque chacun a des arguments qui sont valables sur la question. Et c'est un roman de l'obsession et de la vengeance. Qui est plutôt bien fait, c'est-à-dire que là, on flirte sur le côté obsessive, le côté fascination morbide et agressif. Ça, c'est hyper intéressant. Avec des scènes, alors là, pour le coup, il y a pas mal d'action, ça se lit très bien, on tourne les pages, il y a beaucoup de tension parce que bah, on sait jamais si le personnage va être assassiné ou pas, qu'est-ce qu'elle va faire, comment ça va être bousculé. Donc moi j'ai plutôt passé une bonne lecture, sachant que la plume est plutôt agréable. Voilà, c'est une plume fluide, riche, voilà, c'est plutôt cool. Il y a des personnages emblématiques, c'est assez violent. Le truc c'est que, bon, on l'avait vendu comme de la dark fantasy, il y a de la violence, mais c'est plutôt de la cruauté. C'est-à-dire que il n'y a pas des massacres, ça va pas être de la torture et ce genre de choses. On est par exemple sur des scènes où il y a le personnage de Vael, qui c'est au début du roman, qui va être forcé de rester au soleil pendant des heures, quitte à clairement avoir la peau qui crame et à être déshydraté. Voilà, c'est des violences comme ceci, des drogues qu'on fait ingérer de façon bah, pas consentie. Voilà, donc beaucoup de choses là-dessus. Aussi, Vael, en fait, c'est vraiment le côté psychologique. Et ce qui vient dire ça, c'est que ce personnage va se plonger dans quelque chose qui va la rendre extrêmement grise d'une certaine manière, jusqu'à parfois se demander si c'est pas elle réellement le méchant de l'histoire, et qui va avoir des dilemmes moraux où elle est prête à sacrifier tout le monde pour son propre intérêt. Donc voilà, sur un égoïsme exacerbé, sur une question de vengeance. Le texte est bien fait, est assez original sur ce côté bureau, ce côté un peu inspection et ce côté fascination, puisque bah, je ne vais pas vous en dire, mais il y a un côté romance qui est plutôt bien traité dans le texte. J'ai beaucoup aimé ça. Avec une fin qui, en fait, est la force du récit. Parce que j'avais très peur que ça aille sur quelque chose où je me suis dit, oh non. Non, la fin, elle est assumée. La fin, c'est cruel. En fait, ce texte, si on doit avoir un mot, c'est la cruauté. Voilà. Ce texte, c'est la définition même de la cruauté. On est sur un univers qui veut être plus psychologique. Alors, qui choquera peut-être des lecteurs adolescents ou des lecteurs qui lisent assez peu d'imaginaire. Si vous êtes habitué, vous êtes tombé sur des personnages bien pires. Vous êtes tombé sur des personnages cruels. Là, c'est juste qu'en fait, ce qui est terrifiant dans le texte, c'est de comment une jeune fille qui n'était pas de cette matière-ci à la base va basculer dans une obsession vengeresse. Voilà, c'est clairement du revenge, du female rage. Voilà, il y a des scènes qui sont très chouettes avec une construction de, c'est pas de la magie, mais une construction, on va dire, avec certains trucs surréalistes qui est très intéressant et qui flirte avec ce côté un peu policier. Mais aux amateurs de dark fantasy, vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez là-dedans. Voilà, là c'est juste qu'ils avaient plaisir aussi parce que c'est un personnage féminin, ce qui n'est pas toujours très habituel avec ce genre de représentation, qui va se venger de la société dans laquelle elle vit, des personnes qui lui ont fait du mal, quitte à elle-même se faire peut-être plus de mal qu'autre chose dans le chemin. Voilà, donc très, très bon roman. Moi, j'ai été plutôt embarquée là-dessus. Alors, ce qui est assez frustrant, c'est que cet univers est quand même assez riche et bah, t'as envie de voyager. Et tu voyages pas trop, tu restes un peu sur l'île, mais la construction est suffisamment intéressante où tu te dis, ah, l'univers, il est bien fait, il est cool. Et c'est un texte qui est un peu sans concession pour ça, même si c'est beaucoup moins brutal que beaucoup de livres d'imaginaire classiques adultes. Voilà, c'est pour ça que moi je le mettrais entre du young adulte pour les adolescents qui veulent vraiment se faire peur, voilà, qui veulent vraiment jouer avec les dilemmes moraux, pour un lecteur adulte qui a lu des trucs très bourrins, sanglants, voilà, des trucs comme La Première Loi et tout. Là, ça paraît très gentil à côté. Donc voilà, je préfère le dire aussi. Mais plutôt belle découverte. Je lirai d'autres choses de cette autrice avec plaisir et moi ça me fait plaisir ce genre de fin
qui sont des fins qui sont pas forcément satisfaisantes pour tout le monde. Et surtout, c'est un texte qui est assez couillu sur ces thèmes, la manière dont c'est abordé et qui, par le prisme de la vengeance, va illustrer énormément de défauts de la société. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces textes, voilà, si vous les avez aimés. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.